Été 1940e France, après le chute de Paris. Les forces allemandes occupent le nord tandis que le régime de Vichy nouvellement établi gouverne le sud inoccupé. La nation devient non seulement un champ de bataille mais aussi un marché de cupidité, de trahison et de survie. Et mesure que le contrôle nazi s'intensifie, l'industrie française est orientée vers la production de véhicules, de munitions, de fournitures pour les occupants, tandis que certains résistent, d'autres se soumettent. Quelques-uns des hommes les plus puissants du pays collaborent activement, échangent leur loyauté contre de l'influence et de la protection. Parmi eux se trouve un industriel autrefois salué comme un héros national, un pionnier de l'automobile moderne, et le créateur du premier char français. Pendant l'occupation, ses usines produiront des dizaines de milliers de véhicules pour l'armée allemande, faisant de lui un symbole de collaboration et de trahison. Son nom est Louis Renault. Louis Renault, le plus jeune de 6 enfants d'une riche famille bourgeoise, est né le 12 février 1877 à Paris. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le mécanique. Tandis que les autres garçons jouaient dehors, Louis passait des heures à bricoler des moteurs. Il expérimentait l'électricité et dessinait des croquis. Et l'adolescence. Il avait installé un petit atelier dans les maisons de campagne familiales à Billancourt, en banlieue parisienne, où il modifiait obsessionnellement le moteur et étudiait les derniers développements de l'automobile. En décembre 1898, Renault dévoile sa première voiture. Une petite machine qu'il appelle la voiturette. Elle était équipée d'une boîte de vitesse révolutionnaire à prise directe qu'il breveta plus tard. Le même mois qu'il démontre montant des pentraits de Virgule-Pic et Montmartre, une colline du nord de Paris, gagne un pari avec des amis qui doutaient de son invention. Plus important encore, la démonstration lui apporte 13 commandes sur le champ, marquant le véritable début de ses carrières de constructeur. En février 1899, Louis s'associe officiellement à ses frères Marcel et Fernand. Forme Renault Frères. Marcel supervisait l'administration tandis que Fernand gérait les ventes. Laissant Louis libre de se concentrer entièrement sur l'ingénierie. Le timing était parfait. Les automobiles étaient encore de nouveautés. Les courses automobiles à travers l'Europe offraient aux constructeurs un moyen de présenter leur innovation. Les frères Renault se sont lancés dans des courses automobiles et Marcel est au souffre-vol. Les victoires apportaient de la publicité. Et les commandes suivirent rapidement. Avant longtemps, les voitures Renault étaient exportées en Grande-Bretagne, New York et même jusqu'à Buenos Aires, preuve que l'entreprise était devenue internationale. La tragédie frappe 1903e. Lorsque Marcel fut tué lors de la course Paris-Madrid, Fernand déjà de mauvaise santé prit ses retraites peu après mourut en 1909e. Louis encore au début de les 30 devint le seul dirigeant de l'entreprise. Dès le les voitures Renault portaient non seulement son nom mais aussi sa volonté de faire. Il admirait Henry Ford qui avait été le pionnier des méthodes de production modernes en Amérique. Et Renault introduisit des systèmes similaires en France. Comme Ford, il était autoritaire d'exiger intolérer les dissidences. Les premières guerres mondiales qui duraient du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Ville usine Renault passait presque du jour au lendemain de production militaire. Elles produisirent des objets, des camions, des moteurs d'avion et finalement le char révolutionnaire Renault TFT. Cette machine légère mobile devint l'une des armes les plus importantes du conflit et consolida la réputation de Renault en tant que patriote de la chaîne de production. Pour sa contribution à la victoire, il fut décoré grand officier de la Légion d'honneur. Dans les années 1900, Renault était non seulement incroyablement riche et puissant, mais aussi craint. Les ouvriers de sa vaste usine le surnommaient l'ogre de Billancourt. Un reflet de sa réputation d'employeur dominateur d'impitoyable, il exigeait la loyauté, ne tolérait aucun syndicat, et maintenait un système strict de surveillance sur sa main-d'œuvre. Les grèves étaient réprimées. Les ouvriers étaient fouillés à la sortie de l'usine, quiconque était surpris et distribué de la propagande syndicale était licencié. Au même moment, Renault épousait Christian Boulet, de 20 ans son cadet. 2 ans plus tard, ils eurent leur unique fille Jean-Louis. Malgré ses richesses et son influence, la vie privée de Renault était souvent tumultueuse. Façonnée par sa personnalité autoritaire et ses méfiances envers les autres, Renault possédait des maisons sur l'avenue et Fossuy-Achop, l'une des rues les plus prestigieuses de Paris, et parmi les adresses les plus chères du monde ainsi que Château d'Erqueville. Un vaste domaine de campagne. Le château faisait face à plus de 3 km de la Seine, avec un domaine s'étendant sur 4000 hectares. Le personnel de Renault entrait dans les résidences par un tunnel privé. Il rivalisait également férocement avec son grand rival André Citroën, qu'il appelait de manière insultante le petit juif. Bien qu'il méprisait Citroën personnellement, il savourait leur rivalité lorsque les compagnies de Citroën s'effondrent en 1934 après s'être développées trop rapidement que Renault admit avec un sourire qu'il regrettait presque cette victoire, car rivaliser avec Citroën l'avait poussé à améliorer ses propres usines. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. Dans les années qui suivirent, le régime nazi réarmait le pays et projetait une image de modernisation imparable. Louis Renault, l'un des industriels les plus riches et les plus puissants de France, s'intéresse vivement à cette transformation. En février 1935, il se rendit à Berlin et rencontrait telle personne.
Convaincu que le paix en Europe pouvait être préservé par la coopération économique, Renault plaidait pour des liens franco-allemands plus étroits. Son admiration pour l'efficacité industrielle allemande le rendit aveugle et véritable nature des ambitions nazies. Tandis que Renault admirait l'efficacité autoritaire étrangère. Des troubles couvaient au pays, on a 936. Les ouvriers de Renault rejoignirent les grèves massives qui suivirent l'élection du Front populaire, une coalition de gauche qui introduisit les congés payés de négociation collective, et les semaines de travail de 40 heures, pour l'OE. Ces mouvements confirmèrent ce profonde méfiance envers le communisme et renforcèrent ses instincts autoritaires. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. Dans le mois précédent, les usines de Renault avaient fourni des chars, des camions et des moteurs d'avion à l'armée française. Au printemps 1940, Renault se rendit aux États-Unis pour négocier les productions de chars pour l'armée française. Lorsqu'il revint quelques semaines plus tard, l'invasion allemande était déjà au cours. En quelques mois, Paris était tombé et son empire était à la merci des conquérants nazis. Pendant les 4 années d'occupation, les usines Renault produisirent plus de 34 000 véhicules pour l'armée allemande. Il justifie cela en affirme que la production continue maintenait ses ouvriers employés et empêchés d'être déportés en Allemagne. Il aurait dit un ami, il vaut mieux leur donner le beurre sinon ils prendront les vaches. Que ce fut un acte de pragmatisme, de collaboration ou les deux. Cela reste l'un des aspects les plus débattus de son héritage. L'empire de Renault devint un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement allemande. Des camions sortaient des chaînes s'étaient expédiés vers le front de l'Est. Ils transportaient soldats et fournitures loin à l'Union soviétique. Pour les Allemands, Renault était-il pour leur résistance. Il était un symbole de trahison. Des tracts clandestins le dénonçaient nommément, le qualifiant de profiteur qui servait les occupants tandis que d'autres risquent leur vie dans leur lutte. Les Alliés prirent également note. Le 3 mars 1942, des bombardiers britanniques attaquèrent l'usine principale de Renault près de Paris, tuant environ 350 civils. Pour les résistants, la destruction était justifiée. Ils croyaient que Renault avait mis toute son usine au service de l'ennemi. Pour les Parisiens ordinaires, la vue des ruines fumantes, les rangées de cercueils soulevaient de nouvelles questions sur la question de savoir si Renault avait franchi le ligne et passant d'industriels réticents à collaborateurs actifs. Certains historiens ont plus tard soutenu que le sabotage était discrètement encouragé. L'intérieur de cuisine et des camions destinés au front tombaient parfois de panne après seulement quelques semaines et les moteurs se bloquaient dans les conditions difficiles du front de l'Est. Si Renault lui-même l'approuve et ses actes de résistance restent incertains, les partisans considèrent ces échecs comme une preuve de défi silencieux. Tandis que les critiques insistent sur le fait qu'il ne s'agissait que de défauts mécaniques et de vœux pieux, ce qui était incontestable, c'est que Renault est devenu l'un des visages les plus visibles de la collaboration. Un homme autrefois décoré pour son rôle dans les Premières Guerres mondiales était maintenant vilipendé comme un traître dans la Seconde. Le 6 juin 1944, sous le nom de Code Opération Overlord, les troupes américaines et britanniques et canadiennes ont traversé les Manches et ont commencé à débarquer sur les côtes normandes de France. Lors de la libération de Paris en août 944, la réputation de Renault était déjà ruinée. Fin septembre, il s'est rendu aux autorités, insistant sur le fait qu'il n'avait agi que pour protéger son entreprise et ses employés. Il a nié avoir réalisé des profits de guerre et rejeté l'étiquette de traître. Néanmoins, il était emprisonné à Fresnes, une ville juste à l'extérieur de Paris où les prisons étaient notoires pendant l'occupation pour avoir abrité des résistants des prisonniers politiques. La santé de Renault s'est rapidement détériorée. Louis Renault avait 67 lorsqu'il est décédé le 24 octobre 1944, seulement un mois après son arrestation. Dans une clinique privée à Paris, la cause officielle du décès était enregistrée comme urémie. Mais ses deux témoins oculaires font plus tard affirmer qu'il avait été battu, torturé et assassiné en prison. Une radiographie prise après sa mort révèle qu'une vertèbre fracturée. Et une religieuse qui travaillait à Fresnes témoigne l'avoir vu s'effondrer après avoir été frappé par un garde brandissant un casque. Qu'il soit mort de maladie ou de violence n'a jamais été prouvé de manière concluante. Après sa mort, les procureurs ont accusé Renault non pas de trahison militaire, mais de collaboration économique. En France, cela signifie fournir volontairement à l'ennemi un soutien matériel pour son effort de guerre, contrairement aux entreprises qui avaient ralenti leur production ou s'étaient engagées dans une résistance passive. Les usines de Renault avaient fonctionné en continu, produisant des milliers de véhicules dont l'armée allemande avait désespérément besoin. Que ce soit par pragmatisme ou peu ambition, les décisions de Renault pendant ces 4 années vont fournir ses accusateurs des preuves solides qu'il avait collaboré avec les nazis plus ouvertement que la plupart de ses pairs. En janvier 1945, le gouvernement provisoire français saisit l'usine de Renault, les a nationalisés et a transformé l'entreprise en propriété de l'État. Contrairement à d'autres industriels accusés de collaboration, Renault n'a reçu aucune compensation. Sa veuve et son fils n'ont rien, même si les petits actionnaires ont été remboursés. La famille s'est battue pendant des décennies pour laver son nom. Mais les gouvernements successifs ont refusé de rouvrir l'affaire. En 1956, Renault était la plus grande entreprise nationalisée de France, employant 51 français, produisant 200 automobiles et réalisant un bénéfice de 11 millions de dollars par an.
Les historiens restent divisés à ce jour. Certains considèrent Renaud comme un collaborateur volontaire qui s'était enrichi sous l'occupation nazie. D'autres soutiennent qu'il était un bouc émissaire, ciblé afin que l'État français puisse prendre le contrôle de l'une des entreprises les plus précieuses du pays. La preuve qu'il sabotait des véhicules pour les Allemands qu'il secrètement résistait reste contestée. Merci d'avoir regardé les chaînes Wildrist G. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.